Bonjour à toutes et à tous. Après une semaine de PIF, le Paris International Fantastic Film Festival qui vient de se dérouler au Max Linder Panorama à Paris, il est temps pour moi de vous faire un petit récap des moments forts que j'y ai vécu. Entre mes impressions, des retours de spectateurs et des interviews de réalisateurs et réalisatrices que j'ai pu réaliser sur place, j'espère réussir à vous faire vivre un petit peu cette expérience de festival en vidéo. Et oui, je filme enroulé dans une couverture parce que je me les caille, alors si vous voulez que je puisse monter le chauffage chez moi, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, tout ça, comme ça moi après je peux décrocher de chouettes partenariats comme celui-ci. Car oui, ceci est une vidéo faite en partenariat avec Filmo, la plateforme de VOD pour laquelle j'ai couvert le festival cette année et l'année dernière. Et sachez que sur Filmo, vous pouvez retrouver plein de films qui ont été diffusés lors de précédentes éditions du PIF, et qu'avec le code PIF 2022, tout simplement, vous avez droit à 1 mois d'abonnement gratuit, donc c'est quand même plutôt pas mal, je recommande. Du côté d'Allociné également, il y a eu un relais de petites vidéos pour les réseaux sociaux que j'ai faites pendant le festival, peut-être que vous avez vu passer ça. Bref, merci à ces deux partenaires de m'avoir accompagné sur ce festival et jusqu'à cette vidéo. Et maintenant, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Le festival, pas les partenariats. Alors, le festival a commencé le mardi 6 décembre au soir avec la projection de Shin Ultraman, un film de kaiju et de super-héros japonais qui a déclenché différents types de passions. Alors là, tel que vous me voyez, nous sommes donc le mardi 6 décembre. Je suis devant le Max Linder pour la séance d'ouverture du PIF, donc le Paris International Fantastic Film Festival qui se déroule chaque année dans ce cinéma parisien. Et le film d'ouverture, c'est donc Shin Ultraman, un film de Shinji Higuchi que nous allons donc découvrir ce soir. Cyril, écoute, ravi de te retrouver sur cette édition du PIF. Donc toi, tu es le programmateur du festival. Comment ça s'est passé cette année? Comment est-ce que tu appréhendes ce début de festival? C'est plutôt bien passé. L'année dernière, c'était compliqué, il y avait la période de Covid au début d'année encore, où les cinémas étaient fermés. On a dû faire le festival à la fin d'année sans savoir si on allait le faire ou pas. Enfin, c'était très compliqué l'année dernière. Cette année, c'était beaucoup plus simple. On a vu beaucoup de films, on en a vu à peu près 400 ou 500, je crois, pour en choisir moins d'une trentaine. Et on est très content de la sélection. On n'a pas aucun film par défaut, c'est que les films qu'on voulait. Une très belle sélection, à mon avis, je trouve. Et on espère que les spectateurs vont kiffer pendant cette semaine de voir des trucs autres, des films différents. Et on espère que ça leur plaira, quoi. Et alors, Shin Ultraman, qu'on découvre ce soir en ouverture, pourquoi ce choix? Parce qu'on adore les deux protagonistes derrière, donc Shinji Suzuki et Hideaki Anno, qui avaient déjà révisité Godzilla avec Shin Godzilla. Donc ils ont prévu de faire pas tous les deux en même temps, mais de faire chacun, de revisiter des grandes figures de la science-fiction japonaise. Donc là, c'est le Ultraman qui est remis au goût du jour. Et c'est un des projets qu'on suit depuis toujours. On rêvait de passer Shin Ultraman déjà l'année dernière, mais c'était pas possible, il n'y avait pas encore eu la première mondiale au Japon. Là, c'est possible, on est content de faire l'ouverture au PIF avec. C'était même indispensable, voilà, on ne pouvait pas ne pas faire l'ouverture sans ce film-là. Donc là je sors de la projection de Shin Ultraman à l'instant, donc ma réaction un petit peu à chaud c'est que, alors c'est assez long, en revanche c'est hyper jouissif aussi, je pense que je préfère Shin Godzilla dans le style qui est un peu le dernier film de ce genre là que j'ai vu au cinéma, aux Hallucinations Collectives à Lyon, et en fait c'est un film dont la mise en scène déborde d'idées, et ça c'est vraiment hyper plaisant parce qu'il y a un montage absolument assez épileptique avec des angles de caméra dans tous les sens qui sont très intéressants et en même temps qui font qu'on s'en prend plein la vue, donc c'est intéressant et en même temps c'est un type de cinéma auquel on n'est pas habitué, qui n'est pas forcément toujours hyper confortable dans le rythme parce qu'il propose énormément de choses, mais du coup ça c'est quand même c'est un certain tour de force. Là on sort de la séance d'ouverture, ouais. Et donc on vient de voir Shin Ultraman. Est-ce que c'est un film que tu connaissais? Pas du tout, et même je connaissais pas du tout, je connaissais Ultraman de nom comme tout le monde, mais j'avais jamais vu d'Ultraman. Le truc le plus proche que j'en avais vu qui s'en rapproche, c'était Big Man Japan, qui est un film un peu dans ce truc-là. Sauf que là, j'ai adoré, c'est bizarre à dire, mais je trouve ça plus intéressant que Marvel, malgré le côté goofy, un peu what the fuck, avec des idées géniales et des idées absurdes, tu vois, qui sont assumées au même niveau. Mais c'est fait avec justement tellement d'énergie, c'est tellement assumé en fait que tu acceptes, t'as pas le choix. Alors c'est l'adaptation de la série Ultraman, qui est une série japonaise des effets spéciaux des années 60. C'est une très très grosse franchise à la Doctor Who ou à la Star Trek. Et donc là, elle bénéficie d'un reboot par Shinji Higuchi et Hideaki Anno, qui sont notamment les co-créateurs du studio Gainax et qui avaient déjà signé Shin Godzilla il y a 6 ans. Donc là, il propose une relecture de cette série, vraiment en adaptant des épisodes, littéralement des portions entières de la série, tout en restructurant le récit, en l'intégrant dans le Japon contemporain, en réinventant de nouveaux personnages et en
reprenant certains éléments qu'il y avait déjà dans Shin Godzilla, notamment la critique du gouvernement japonais. On a toujours ce même style de découpage, de plans complètement fous, d'angle de caméra un peu étrange et improbable. Et je suis dans une phase où j'ai besoin de me ressourcer après avoir beaucoup bossé et de voir des images un peu folles. Et du coup, c'était parfait parce que y a ce côté complètement décomplexé, propre à une production indépendante qui est toujours un peu professionnelle quand même au Japon. Je suis sorti avec plein d'images folles. Comme dans Shin Godzilla, même si j'apprécie on voit l'influence de Anno sur les scènes de destruction et de laser et de machin, j'apprécie ça et tout. En fait, ce que je préfère, c'est vraiment la bureaucratie porn. Shin Godzilla, c'est mon Godzilla préféré. Et je trouve que la bureaucratie n'a jamais été aussi bien filmée, à part peut-être comme des films comme Docteur Folamour, où vraiment on se concentre sur la dramaturgie des intervenants politiques. Voilà. Et je l'ai retrouvé un peu là, avec des cadrages vraiment hyper intéressants. Les interlocuteurs sont toujours dans un bout de l'écran et on voit toujours les gens qui travaillent devant. En fait, je me suis plus nourri des scènes triviales, en quelque sorte, ou prosaïques, que des scènes de kaiju, même si je les trouve plus intéressantes que les propositions américaines de Godzilla. J'ai vraiment kiffé. Ça fait du bien de voir un peu de tokusatsu ici en France. Et techniquement, je l'ai déjà vu en Suisse, mais le revoir... Au NIF ouais, exactement, au NIF, à Neuchâtel. Mais le revoir ici à Paris avec des sous-titres qui sont différents, ça fait du bien. Et vous aviez vu Shin Godzilla ? Oui, c'est très différent. Honnêtement, je n'ai pas vraiment aimé parce que c'est assez lent comme film, mais c'est voulu comme ça pour montrer comment fonctionne le système au Japon. Mais oui, je l'ai vu. Et du coup, vous avez préféré Shin Ultraman ? Oui, exactement. D'accord, ok. Très J'ai bien. hâte de découvrir Shin Kamen Rider l'année prochaine. Je vais vous dire deux petits mots là, sur le film. Ouais, D'accord, allez-y. oui. Alors, bonne question, bonne réponse. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Écoutez, je trouve que c'est un film, je suis très étonné de voir qu'actuellement ils sont capables de faire ce genre de film, c'est vrai. J'ai trouvé que c'est un film qui a très mal construit, très mal construit. Les effets spéciaux sont du pipi de chat, je pourrais dire. Voilà. Bon alors voilà, ça c'était pour la soirée d'ouverture. Alors ça tombait bien parce que depuis que j'ai créé ma chaîne, vous êtes assez nombreux à me demander de faire un épisode sur Haute Tension, le film d'Alexandre Aja. C'est pas forcément un film sur lequel je me suis déjà penchée en termes d'analyse, en tout cas pas aussi précisément jusque-là, mais il se trouve qu'il passait le 7 décembre au PIF en séance culte, et que le réalisateur était venu le présenter. À cette occasion, j'ai donc pu lui poser quelques questions, donc au moins ça me permet de quand même vous offrir ça sur ce film. Alexandre Aja, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la rétrospective culte du coup de votre film Haute Tension. C'est un film justement qui a effectivement un statut culte en France, et vous qui avez beaucoup travaillé à l'étranger, est-ce que vous avez l'impression que c'est un statut qui dépasse la France justement ? C'était une surprise. Il y a 20 ans, on vérifiait une copie de travail dans cette même salle du Max Linder. On ne s'attendait pas du tout à ce que le film soit un succès critique, que le film voyage. Et c'est vrai que ça a été incroyable. Le film est parti au Festival de Toronto, à Sundance. Il est sorti sur quasiment 2000 écrans aux États-Unis, ce qui n'arrive jamais pour un film français. Donc il y a eu tout d'un coup une exposition, et ça a trouvé un public, que ce soit en Corée où ça a très très bien marché, quasiment partout dans le monde, en Espagne, il y a eu vraiment quelque chose. Alors c'est peut-être parce que le film est très dans le ressenti, c'est un film vraiment de trip, où il n'y a quasiment que 10 minutes de dialogue, donc ça voyage très bien. Et ça a été une belle aventure qui a commencé et qui, quelque part, a ouvert un petit peu la porte à beaucoup d'autres productions françaises sur un modèle économique de production qui n'était pas évident pour commencer. Aujourd'hui, pour les fans de films de genre, c'est un petit peu une référence en termes d'écriture de personnages féminins, parce qu'on a des femmes qui sont mises en scène dans des rôles où on n'a pas spécialement l'habitude de les voir. Est-ce que vous en aviez conscience à l'époque ? Alors moi déjà à l'époque, quand on écrit avec Greg Levasseur ce film-là, on l'écrit pour nous, c'est-à-dire comme si nous étions dans une maison isolée, donc on se projette. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que je me souviens dans le film d'avoir comme référence vraiment Sigourney Weaver dans le premier Alien. C'était vraiment l'élément central de référence. C'est le film que j'ai vu et revu avec Cécile en préparation du personnage, mais ça a été une écriture qui était assez évidente, où finalement on était dans
voilà, c'est surtout la rencontre avec Cécile de France et Maïwenn aussi qui a fait qu'il y a eu tout d'un coup une sorte d'alchimie qui s'est passée, quelque chose qui a dépassé un petit peu le personnage, qui l'a rendu singulier. Et c'est vrai que ce qu'a apporté, ce qu'a incarné Cécile, ça a été assez exceptionnel, et justement qui fait miroir avec les réactions de Maïwenn. Ça a été vraiment un couple incroyable et inattendu finalement dans ce genre de cinéma. Et alors, depuis, dans votre carrière, vous avez traversé énormément de styles et d'intentions différentes dans vos films. Est-ce que Haute Tension, c'est un film dont vous vous sentez encore proche aujourd'hui, malgré tout? Alors c'est très difficile de savoir si je suis pas encore proche. En tout cas, j'ai l'impression que ce film-là, c'est vraiment un instantané, une sorte de polaroid de ce que j'étais quand je le fais il y a 20 ans, c'est-à-dire à 22, 23 ans. Et c'était vraiment le film qu'on avait envie de voir, qu'on avait envie d'écrire, un hommage au cinéma de genre américain des années 70, un hommage à Wes Craven, un hommage à Toby Hooper, un hommage à toute cette énergie qui nous avait vraiment terrifiés et qu'on ne retrouvait plus au cinéma à ce moment-là. Et donc c'était... oui, en fait c'est assez amusant parce qu'il y a quelques années, quand j'ai fait Crawl, qui est mon avant-dernier film, je me suis rendu compte que finalement Crawl était très proche de Haute Tension, avec quasiment 18 ans d'écart, mais finalement que j'étais revenu un petit peu et qu'il y avait peut-être quelque part une sorte de reboot un peu d'un cycle, d'envie de nouveau un cinéma un peu plus intense, un peu plus radical, qui allait vraiment dans la peur. Aujourd'hui, sans peut-être trop nous en dire, à quoi ressemblent vos prochains projets? Alors, le prochain, c'est un film que je fais pour les États-Unis, pour Lionsgate, donc un film de salle, de cinéma, avec Ali Berry dans le rôle principal. Et c'est un film qui, j'espère, en tout cas on y travaille, sera à la fois, terrifiant, mais aussi, je pense, dans son propos et dans son sujet, assez complexe. Autre temps fort du festival, en ce qui me concerne, c'est une projection que j'attendais avec impatience, celle de Huesera. Premier film de la réalisatrice mexicaine Michelle Garza Cervera, je l'avais découvert au NIF, donc le Neuchâtel International Fantastic Film Festival, où j'étais jurée cet été. Le film raconte l'histoire de Valeria, une jeune femme qui désire avoir un enfant avec son compagnon, mais qui peine à tomber enceinte. À force d'espoir et de prière, le couple apprend enfin qu'ils attendent un enfant. Sauf que la grossesse de Valeria s'avère être une expérience plus terrifiante qu'elle ne le pensait. Et alors en parlant de terrifiant, je tiens à dire que au moins la première moitié de ce film m'a fait flipper comme ça fait longtemps que j'avais pas flippé au cinéma. Certaines scènes d'apparition foudroient par leur efficacité, pourtant le film et le design de ces apparitions en question ne sont pas extrêmement originaux, mais alors il y a une telle maîtrise des mécanismes de la peur dans certaines séquences que franchement moi j'étais surexcitée dans mon fauteuil tellement ça faisait plaisir de retrouver ce niveau d'épouvante ludique devant un film d'horreur. Huesera s'inscrit dans une des mouvances du moment des films de genre, être un premier long métrage fantastique et réalisé par une femme qui revisite le thème de la grossesse horrifique et aussi un peu du mythe de la sorcière, mais avec un angle assez féministe. Je trouve ça passionnant de voir la manière dont différentes réalisatrices de différents pays se réapproprient ces thèmes relativement féminins au travers du prisme de l'horreur au fil des années, et Huesera est un très bel ajout à cette catégorie. Il a quelques défauts, des défauts d'un premier film, avec quelques petits problèmes de structure ou de rythme parfois, qui contrastent avec la maîtrise des autres aspects, peut-être aussi un peu trop de timidité dans certains partis pris, mais bon, ça reste une superbe proposition, et j'espère que le film voyagera beaucoup. Il y a une angoisse qui est vraiment constante dans tout le film, même si pour le coup quand on le regarde, il y a des moments où on sursaute et tout, mais moins intense que les autres films d'horreur un peu plus classiques, quoi. Visuellement c'est quand même très joli, c'est super esthétique. J'ai passé un très bon moment, il y a effectivement, c'est assez évident, mais un sous-texte féministe qui me touche beaucoup, avec plein de thématiques qui me parlent énormément, sorcellerie, le fait d'être enceinte, etc. J'ai trouvé ça archi bien fait. Déjà j'avais un petit peu envie de l'aimer parce que je trouve que l'affiche est vraiment beaucoup trop cool. Finalement c'est un sujet qu'on a déjà beaucoup vu dans les films d'horreur, une grossesse qui se passe pas bien, sauf que là on est vraiment totalement dans la tête et dans le corps de cette femme qui a clairement des choses à régler dans sa vie et moi pour le coup ça m'a vraiment fait peur. Il y a des scènes que je trouve ultra flippantes et ultra bien faites et parce qu'en fait c'est amené très simplement avec sans trop d'effets et ça fonctionne très très bien. Je ne parlerai pas forcément juste de la grossesse, mais en fait cette femme qui court
après rentrer dans une espèce de normes sociétales alors que ça lui correspond pas du tout. Et donc le mal-être qui en découle entre la grossesse, entre son mariage, sa famille, tout ça, je trouve ça assez génial dans la manière de traiter. J'adore le traitement du son également. En parlant de films de réalisatrices, parce qu'il faut quand même noter que cette année, 4 des longs métrages en compétition étaient réalisés par des femmes. On apprécie. Ce soir-là était aussi projeté Fixation, premier long métrage de la réalisatrice américaine Mercedes Bryce Morgan, et diffusé ici en première européenne. Racontant l'errance psychologique et post-traumatique d'une jeune femme qui vit sa thérapie comme une Alice suivant le lapin blanc, le film foisonne de propositions et d'audace de mise en scène. Et j'ai eu la chance de poser quelques questions à la réalisatrice. Why did you choose genre film and fantasy to broach the topic of mental illness? Definitely. So I think a genre film gives everyone an in of it's a really exciting journey and they're able to just see it as a popcorn movie, but then we kind of slip the pill in and are trying to say something else. And I love horror movies. My perfect day is waking up every day and eating and watching a horror movie while I eat breakfast and then watching a horror movie to fall asleep. And so just as a big fan of the genre, I like things that really disturb people and make them uncomfortable. And so I think it's a great in to do that. Your film really made me think of the video game Alice Madness Returns. Amazing. I wondered if it was an inspiration for you. No, it wasn't, but I love seeing that connection. Yeah, there's lots of little different things from different places. Prochain temps fort dont j'ai envie de vous parler, et je vous demande pardon pour tous les films passionnants et séances de court-métrage dont je ne parle pas parce que je ne peux pas parler de tout, maintenant je vais mentionner la projection de Earwig, le nouveau film de Lucie Lilovitch. L'année dernière, je vous avais proposé une vidéo sur la séance rétrospective de son film Innocence, ainsi qu'une interview de Lucille où elle évoquait également son long-métrage appelé Évolution. J'avais hâte de découvrir Earwig, dont on entendait parler en festival depuis un moment. Il était notamment passé aux Hallucinations collectives à Lyon en avril dernier, et j'en ai donc un petit peu parlé avec elle. Earwig, c'est un film qui fait presque entièrement l'économie des dialogues au profit de l'image, qui par ailleurs est sublime. Pourquoi ce choix ? Je vois pas à quoi ça sert forcément d'avoir des mots quand on peut s'en passer. Aussi parce que c'est un film qui est très mental, un peu comme un cauchemar ou un rêve. Et je trouve que souvent dans les rêves, on ne se souvient pas de mots prononcés. Et parce que du coup, ça laisse la place à beaucoup de choses. Et parce que c'est un film d'image, mais c'est aussi un film de son. D'une certaine manière, le silence est rempli de plein de choses. Et le fait qu'il n'y ait pas de parole, ça permet aussi d'utiliser pleinement en fait, le son. Tout comme dans Innocence, vous situez l'histoire, en partie l'histoire en tout cas, dans un bâtiment un petit peu mystérieux qui semble avoir son fonctionnement propre entre les quelques personnages qu'il peuple. Est-ce que ça vous intéresse d'étudier justement ce que donnent les personnages humains en dehors du cadre de la société quotidienne qu'on connaît ? Souvent, effectivement, c'est des espèces de huis clos, et même dans un film comme finalement Évolution, qui se passe à l'air libre en grande partie, c'est une île, donc c'était une forme de huis clos d'une certaine manière, et c'est plutôt des microcosmes en fait, et il y a quand même quelques personnages autour, ça m'est plus naturel et ça me paraît plus concentré, plus fort, d'avoir peu de personnages, d'avoir des lieux, peu de choses en fait. C'est le minimalisme un peu à tous les niveaux. Mais du coup, j'ai l'impression que chaque chose peut être plus intense. Comme dans vos précédents films, et encore une fois, la photographie est vraiment magnifique. Comment est-ce que vous travaillez avec votre chef-op ? Parce que c'est pas toujours le même, si je ne m'abuse. Et est-ce que vous aviez des références picturales ? Pour Earwig, en fait, j'ai travaillé avec Jonathan Rigbourg, qui est un jeune chef opérateur français, qui a fait plein de films très intéressants et qui est très très doué. Parce que j'ai pas eu la possibilité de travailler avec Manu Dacos, qui avait fait le film précédent. On s'est plutôt posé la question de comment faire un film sans éclairage additionnel, comment utiliser une lumière naturelle. Et dans ce film-là, sans lumière, puisque les gens vivent un peu dans la pénombre. Donc c'était plutôt que des références vraiment, c'était plutôt ces contraintes-là de départ en fait, comment on les travaille. Et après, comme c'était beaucoup des plans fixes aussi, ça amène un certain côté un peu pictural. Surtout ce qu'on voulait, c'était la matière, faire penser à la peinture. Parce qu'il y a une histoire de peinture dans le film, et c'était un peu comme une sorte de mise en abîme. Et puis après tout ça, a fini par arriver la fin du festival, qui passe toujours beaucoup trop vite. Un petit bilan avec Cyril Despontin, le programmateur, s'imposait. Donc Cyril, maintenant on arrive à la conclusion du festival, et par rapport à quand on s'est parlé il y a quelques jours, est-ce que tu peux me faire un petit peu le bilan de ce festival et me dire comment ça s'est passé ? Alors ça très bien, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a eu pas mal de problèmes, on va dire, non dépendants de nous, c'est-à-dire les gilets jaunes, les Bataclan, la grève des transports, bref. Voilà. Et ça y est, on retrouve enfin notre fréquentation qu'on a toujours connue historiquement, et donc ça fait du bien de revoir pas mal de monde dans les salles, et enfin, les gens sont contents, voilà. Donc ça fait plaisir de retrouver un peu notre public, c'est un peu pour eux qu'on fait ça, parce qu'on est une association, on n'a pas besoin de faire de bénéfices, on n'a pas à faire de bénéfices, donc ce qui compte c'est que le public vient, et finalement c'est ça le résultat positif de ce festival, c'est que le public
est revenu et donc on est content, ça nous rebooste, voilà. Et alors pendant cette édition, est-ce qu'il y a eu des défis particuliers pendant le déroulé? Je sais que justement il y a quelques jours tu me parlais de la manière dont tu as dû te battre pour l'acquisition de certains films. Ouais, je me suis rendu compte que cette année, peut-être inflation oblige ou je ne sais quoi, mais les films étaient beaucoup plus chers que d'habitude. C'est difficile de négocier au plus bas parce qu'on essaie de leur expliquer que voilà, on est une association, qu'on ne fait pas de bénéfices et tout, donc souvent on arrive à avoir des tarifs un peu moins chers que je pense des gros festivals A. Et cette année c'était plus compliqué, on a payé des films très chers et ce qu'on n'avait pas trop avant, donc ça a été un peu surprenant, donc j'avais peur que la fréquentation soit pas assez bonne parce que c'est aussi les rentrées d'argent des billets qui font aussi vivre le festival, donc heureusement ça a été un pari de croire en ces films, de croire en notre public et du coup voilà, on va s'en sortir normalement financièrement, ce qui est bien, parce qu'il ne faut pas qu'on perde de l'argent non plus, on n'est pas censé en gagner mais on n'est pas censé en perdre non plus, donc ouais, je suis content que le public ayant répondu présent, que ça valait le coup de prendre des films chers pour les faire venir en salle, quoi. Est-ce qu'à cette date, tu as déjà un petit peu de visibilité sur une potentielle prochaine édition ou comment ça se passe? Alors non, pour faire très honnête et tout, on commence à bosser sur le festival à peu près vers juin-juillet. Ah, d'accord. Donc là, surtout une fois que j'ai fini le festival, je ne vais plus entendre parler pendant un mois. C'est normal. Voilà, je vais être tranquille. On aime bien faire ça, mais on a envie de plus penser après coup. Voilà. Donc j'ai pas encore d'idée. Puis surtout, j'ai un autre festival à Lyon dont je vais m'occuper. Et là, quasiment tout de suite après embrayé, donc voilà. Les hallucinations collectives. Tout à fait, ouais. Donc là pour le moment, pour le PIF, rien avant juin, voilà. Ok, très bien, bon, on nous donnera des nouvelles à ce moment-là. Merci donc à Demoiselle de Rare d'avoir couvert le festival, c'est toujours un plaisir de l'accueillir ici. Merci beaucoup à toi et au reste de l'équipe du PIF pour l'accueil, c'est toujours aussi super. À ce stade, après une semaine de festival, mes cheveux étaient plus gras que du blanc d'œuf, mes pieds étaient congelés et mon cadreur Arnaud Delcher, qui a été incroyable toute la semaine, s'était fait dévorer par les loups et il m'a fallu terminer sans lui. Cette belle aventure, comme on dit, s'est achevée sur la projection de Vénus, le nouveau film de Jaume Balagueró, qui n'est autre que le co-réalisateur de REC, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais bien évidemment, il y a aussi eu la remise des prix, au cours desquels ont été récompensés longs métrages et courts métrages. Donc voilà, là on vient de terminer la dernière séance, c'était la cérémonie de clôture avec la remise des prix et tout, donc c'était très sympa parce que Irwig a été récompensé, donc le film de Lucila Dialilovic que j'ai interviewé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Voilà, donc Alt, nous sommes arrivés à la fin du festival. Est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu ton impression sur son expérience de juré? Eh ben écoute, c'était super, j'étais très honoré de pouvoir à notre façon mettre en avant un court-métrage. Voilà, en plus c'est cool, il y a eu un prix pour un autre court-métrage et nous on a sélectionné un autre, donc comme ça il y en a un petit peu pour plusieurs personnes. C'était deux propositions qu'on avait vraiment beaucoup aimées, donc c'est super. Et puis c'est génial d'être jury, c'est une grande responsabilité, mais en même temps c'est passionnant d'échanger avec les autres membres, de voir ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Enfin on débat, on essaye un petit peu de convaincre et tout, et finalement on est tombés tous d'accord à la fin, donc c'était chouette aussi, il n'y a pas eu de déçus dans le jury, donc ça c'était cool. Et donc là on vient de voir le film, le nouveau Jaume Balagueró, qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben écoute, moi alors faut dire ça fait longtemps que j'ai pas été au ciné, 2 enfants, tout ça, tu vois, en bas âge. Donc il doit y avoir le côté revenir au ciné et se prendre un film comme ça qui est vraiment un super film de clôture, tu vois, il est choc, il est bien. Et puis revoir Jaume Balagueró sur un film comme ça, moi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la touche espagnole avec ce petit côté un peu social des deux sœurs et tout. Et puis le gore, il est présent, mais en même temps il a du sens, il sert à la dramaturgie, il n'y a pas de truc gratuit. Après beaucoup de gens je pense vont être déroutés parce que ça essaie de mixer 2 genres différents, qui est un peu le film de gangster, revenge, un peu voilà, très très tendu, et en même temps, bon je vous dis pas quoi, mais quelque chose de beaucoup plus mystique. Et puis même le titre est trompeur, avec Vénus on s'attend à quelque chose, et en fait c'est le nom d'un immeuble hyper glauque, du coup il y a énormément de retournements, il y a des changements de ton un peu bizarres qui à mon avis vont laisser pas mal de gens sur le carreau. Mais je dois avouer que si je suis bien honnête, j'ai kiffé chaque seconde de cette projection. L'actrice et tous les acteurs sont super, l'actrice principale est top, la gamine est géniale et il y a des grands-mères qui sont mémorables, donc j'espère que vous aurez l'occasion de le voir parce que vraiment c'est un super moment en ce qui me concerne. J'avoue que jusqu'à la fin on échafaud plein de théories sur ce qui va se passer, sur ce qui va être révélé, et en vrai c'est plein de surprises dans le sens où on n'est jamais amené là où on s'attend malgré les théories qui s'échafaudent et qui se confirment ou qui s'infirment. Donc c'est plutôt intéressant à regarder, mais j'avoue que c'est un film où on en ressort avec un immense sentiment de on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et je pense qu'il va falloir quelques minutes, peut-être quelques heures pour le digérer, réfléchir à tout ça et puis vraiment me dire est-ce que c'est un film que j'ai apprécié. Du coup Vénus, je l'ai trouvé assez inégal, c'est-à-dire qu'il y a plein d'images très fortes, il y a vraiment une grosse ambiance au début et puis en fait la diégèse après décide de partir complètement en vrac.
Et la suspension de crédulité décide d'exploser dans tous les sens et c'est très dommage. Après, il est assez jouissif sur plein de choses. Il y a des images extrêmement graphiques. On pourra notamment se rappeler de Silent Hill. Moi, je trouve que ça m'a fait penser à ça. Il y a vraiment une ambiance. Il y a vraiment des moments où ça prend aux viscères, ça prend aux tripes. Mais à la fin, au final, quand on sort de là, on se dit juste qu'est-ce que j'ai vu. Et c'est très dommage que ce soit pas tenu de bout en bout. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'image des femmes qui sont dedans, puisqu'en gros, les femmes sont autant héroïnes qu'antagonistes, et il y a toujours en fait de la force dans le féminin. Donc ça, c'est vraiment notable et très agréable d'avoir de ces images et de ces corps aussi, qui sont très divers, très variés. Voilà, ça c'était le PIF 2022, ou en tout cas mon PIF 2022, mes moments forts, et j'espère avoir réussi à vous faire vivre un peu cette expérience à travers l'écran. Merci beaucoup à Filmo et à Allociné pour ce partenariat, ce fut un plaisir de couvrir le festival cette année encore. Je rappelle que sur Filmo, vous pouvez trouver toute une sélection de films précédemment sélectionnés au PIF, et qu'avec le code PIF 2022, vous avez accès à 1 mois gratuit dans l'abonnement. Le lien est dans la description, alors n'hésitez pas à finir l'année avec toutes ces pépites du cinéma de genre. Un grand merci aussi à l'équipe du festival pour leur travail formidable et leur accueil chaleureux, c'est toujours hyper agréable. Merci aux personnes qui ont répondu à mes questions d'après-séance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.